Alors que je me rendais pour la première fois au Collège de France pour écouter un professeur, j'étais jeune chercheur à l'époque, c'était au début des années 1980, j'ai été surpris par un rituel qui était d'application à ce moment-là. En effet, lorsque le professeur est arrivé dans la salle de cours, il y a eu une salve d'applaudissements. En général, on applaudit un savant à la fin de sa communication, mais pas au début. J'étais donc bien devant une véritable vedette, ou mieux que cela, j'étais dans une salle où venait d'arriver un Deus ex machina, à savoir le grand médiéviste Georges Duby. Comme étudiant, je l'avais déjà beaucoup fréquenté. J'avais lu une grande partie de son œuvre et je m'en suis rendu compte en préparant l'exposé que je vais faire et qui portera sur Georges Duby, historien des sociétés et des mentalités médiévales. Il s'agira, je le dis tout de suite, essentiellement d'une introduction bibliographique, en espérant que celle-ci ne soit pas trop austère et n'apparaisse pas comme un poème à la Prévert où de nombreux titres apparaîtront les uns derrière les autres, telle une litanie. Je dis que je m'en suis rendu compte en préparant cet exposé parce que la mémoire, les années passant, est fouillante et il y avait certains ouvrages que je croyais n'avoir lus que très partiellement ou certains chapitres. Et puis en dépouillant, ou en regardant plutôt les différents livres que je vais vous présenter maintenant, je me suis rendu compte qu'ils étaient lus pratiquement entièrement pour la plupart d'entre eux et qu'il y avait donc des notes au crayon dans les marges. C'était bien mon écriture, ce qui ne laisse aucun doute. Mais ce qui est étonnant, c'est que je ne me rendais pas compte que la mémoire pouvait connaître un tel naufrage avec les années et que... Mais ça m'arrive de plus en plus souvent de prendre des livres dans ma bibliothèque en me disant « Ah, mais là, ce sera un livre intéressant à lire » et puis je me rends compte que je l'ai déjà lu. Et parfois, à une date qui n'est pas si lointaine que celle à laquelle je me réfère et qui remonte à 40 ans. J'en viens donc à mon sujet. Ce n'est évidemment pas un historien quelconque auquel je vais m'attacher ici. Cet historien a marqué profondément la deuxième moitié du XXe siècle. Elle a profondément influencé les médiévistes et je voudrais pour commencer vous lire un extrait tiré d'un chapitre, oui, que Georges Duby a consacré dans le volume d'Égo-Histoire qui avait été présenté par Pierre Nora dans la collection de la Bibliothèque des Histoires chez Gallimard. Je vous montre ce volume, Essai d'Égo-Histoire, où quelques grands historiens de l'époque s'étaient adonnés à cet exercice particulier qui consistait à non pas faire une autobiographie, mais en tout cas à décrire une démarche dans le cadre de, comment dirais-je, du métier que ces historiens exerçaient et qui expliquait au moins en partie la profession qu'ils avaient choisie.
Voici donc cet extrait. Il s'agit d'un texte que Georges Duby avait intitulé « Le plaisir de l'historien » et l'extrait que je vais vous lire se trouve aux pages 117 et 118. Les exercices auxquels je me suis livré, c'est donc Georges Duby qui parle, l'hiver 1937-1938, donc vous voyez, il avait 18 ans à ce moment-là, 18-19 ans, puisqu'il est né en 1919. Je dis déjà quelle est sa date de décès, 1996, pour ne pas l'oublier en fin d'exposé. Donc les exercices auxquels je me suis livré, donc l'hiver 1937-38, solitaire, dans le silence de la chambre aux cartes, ou bien sur le terrain, se place à l'origine de la méthode que j'appliquai plus tard dans mon travail d'historien, fondée sur la conviction qu'une société forme un tout, qu'elle doit être considérée globalement au sein de ce qui l'environne et dans la totalité de ses composantes. Dans l'inextricable enchevêtrement de déterminations innombrables dont il est vain de se demander laquelle prend le pas sur l'autre, sur les autres, en dernière instance. En dernière instance se trouve entre guillemets. Ça fait référence, bien entendu, à une terminologie marxiste, puisque seul importent les interférences et les connexions. Donc c'est un petit peu une vision, je dirais, vision cérébrale, qui est celle de notre cerveau, où ce qui compte, c'est pas tellement, comment dirais-je, la place de l'un ou l'autre neurone, mais ce qui compte essentiellement, c'est le nombre de connexions, c'est-à-dire par l'intermédiaire des synapses qui se trouvent à la fin de chacun de ces neurones qui permettent au fond l'intelligence. Et parce que la nécessité m'a paru alors très évidente pour expliquer telle ou telle de ces configurations, il parle ici bien de configuration, de recourir aussi bien à la pédologie qu'à la démographie, à la science des climats qu'à l'économie, à la botanique qu'à l'histoire des mœurs et à celle des institutions, je me persuadais que l'étude des sociétés humaines ne peut être utilement conduite hors de l'étroite conjonction de disciplines diverses et sans mettre en œuvre leurs procédés et leurs questionnements spécifiques. Tout un programme déjà avant la Deuxième Guerre mondiale. Les sources que j'ai utilisées dans cet exposé, ce sont d'abord des sources, je dirais, autobiographiques, où Georges Duby explique le cheminement de sa pensée, de sa démarche, où il explique également, soit sous la forme d'interview, soit directement dans un livre personnel, quel a été l'itinéraire suivi dans ces différentes œuvres en essayant d'en dégager donc la substantifique moelle. Donc je vous ai montré les essais d'égo-histoire, je vous montre aussi un petit livre mais qui est fondamental, c'est la publication de sa leçon inaugurale au Collège de France en 1970, cher intitulé Histoire des sociétés médiévales. Alors ensuite, Georges Duby, L'histoire continue, aux éditions Odile Jacob. Et enfin, ou plutôt les dialogues qu'il a eus avec le philosophe Guy Lardreau et qui ont été publiés chez Flammarion. À côté de ça, il y a bien sûr l'ensemble des œuvres que je vais vous montrer pendant cette petite conférence. Le plan que je vais suivre est le suivant. Dans un premier temps,
je vais résumer les grandes étapes de sa carrière académique. Dans un deuxième temps, j'ai essayé de classer de manière rationnelle ces différentes œuvres suivant le genre ou la catégorie à laquelle elles appartiennent. Ensuite, je m'attacherai au rayonnement de Georges Duby et à sa postérité. Je commence donc par sa carrière. Georges Duby, je l'ai dit tout à l'heure, est né en 1919. Je ne vais pas m'attacher, dans le cadre de cet exposé, bien entendu, à sa vie personnelle. Je retiendrai d'abord qu'il a passé l'agrégation en pleine guerre, en 1942, et que 10 ans plus tard, il va soutenir sa thèse, donc en 1952. Dès l'année qui suit, après un rapide passage à l'université de Besançon, il va être professeur à l'université d'Aix-en-Provence, qui était d'ailleurs la seule université qui, à cette époque, ne possédait pas de chaire consacrée au Moyen-Âge. Et en 1970, c'est évidemment la consécration, puisqu'il est élu au Collège de France, où il va enseigner pendant de nombreuses années. Il est peut-être intéressant de reprendre le texte de sa leçon inaugurale pour retenir l'objet qu'il considère être celui de la recherche historique. Ça se trouve à la page 13. Il faut partir de l'idée que l'homme en société constitue l'objet final de la recherche historique. Tel est le premier principe. L'histoire sociale, en fait, c'est toute l'histoire. Pierre Goubert, dans un autre texte, un moderniste, a dit exactement la même chose. Et parce que toute société est un corps, dans la composition duquel interviennent, sans qu'il soit possible de les dissocier, sinon les besoins de l'analyse, des facteurs économiques, des facteurs politiques et des facteurs mentaux, cette histoire appelle à soi toutes les informations, tous les indices, toutes les sources. Ce court extrait entre en résonance, bien entendu, avec celui que j'ai pu vous lire juste avant dans son égo-histoire, dans ce texte intitulé « Le plaisir de l'historien ». Puis vient alors là l'étape suivante dans la carrière d'un savant, c'est l'étape ultime, c'est l'élection dans les académies. Tout d'abord, en 1974, l'élection à l'inscription à l'Académie des inscriptions et belles-lettres, qui est au fond une académie d'historiens qui s'adonne à l'érudition, qui pratique en tout cas un travail érudit. Ensuite, en 1987, l'élection à l'Académie française. Je vais prendre ici le texte « L'histoire continue » que Georges Duby a publié chez Odile Jacob en 1991. Donc, à ce moment-là de son parcours, il avait une vision évidemment pratiquement complète de son œuvre et du travail qu'il avait exercé pendant tant d'années. Voici ce qu'il dit aux pages 177-178. Ceci pour illustrer justement cette troisième période, je dirais, de la vie d'un savant, d'un historien, d'un médiéviste plus particulièrement, après la période de formation, la période de la recherche et de l'enseignement, et puis enfin la troisième époque, celle de la consécration, tant sur le plan de la reconnaissance des pairs
que dans le domaine de l'écriture. Il intitule d'ailleurs le chapitre dans lequel se trouve l'extrait que je vais vous lire, le chapitre 13, Honneur. Avec l'âge poussé doucement par de plus jeunes, c'est la vie, on entre sans s'en apercevoir dans ces espaces froids, solennels, où sont parqués, notez l'épithète, l'adjectif utilisé, où sont parqués, enfin plutôt le participe passé, les anciens rangés, embaumés dans les honneurs, ou surchargés de plumets, de glaives, de rosettes, ils font de la haute figuration dans les liturgies du pouvoir intellectuel. D'une part, on identifiera bien entendu l'ironie de ce passage, mais il y est question quand même de liturgie du pouvoir intellectuel. C'est intéressant à noter. Leur fonction principale n'est plus d'agir. Ce qu'on nomme poliment sagesse est-il autre chose qu'un dépérissement de l'activité créatrice? Ce qu'on leur consent encore est de conseiller ceux qui agissent. Directeurs de thèse à leur tour, rongeant leurs freins de l'autre côté de la barrière durant les longues heures assoupies des soutenances, siégeant aussi dans d'autres jurys où l'on distribue des prix, des récompenses, membres puis présidents de conseils de toutes sortes, bénévoles, mais largement payés par l'illusion d'être puissants, ils n'exécutent plus de commandes, ils en passent eux-mêmes pour les collections dont un éditeur les a chargés. Ils aiment à gagner des dévouements, ils placent, ils soutiennent leurs poulains, patrons, parrains plutôt. Comme l'a montré Marc Bloch, le grand médiéviste d'avant-guerre, la féodalité repose sur une trame de liens personnels, la petite société hargneuse que forment en France les universitaires peut être dite, à juste titre, féodale. C'est un tissu de clientèle, longtemps vassaux, astreints à révérer et à servir un maître, ces vétérans, devenus seigneurs, défendent âprement leur feudataire. Par un contrat tacite et presque toujours respecté, les grâces qu'ils ont reçues obligent ceux-ci à ne pas contrecarrer celui qui les aida. S'agit-il d'une élection? Ce jeu plaisant, ils sont contraints de parler pour le candidat que leur protecteur protège et contre ceux qui lui déplaisent. Texte dans lequel se reconnaîtront, je crois, beaucoup d'universitaires. Maintenant, je vous ai dit, il a été élu non seulement à l'Académie des inscriptions et belles-lettres, mais il a été élu également à l'Académie française. Et Georges Duby a toujours considéré que l'écriture était essentielle pour l'historien, reconnaissant ainsi explicitement l'existence d'un genre particulier, le genre historique, et liant ainsi dans une longue chaîne tous les historiens depuis l'Antiquité. Aux exercices de la rhétorique, ça se trouve à la page 72 de l'Histoire continue. Aux exercices de la rhétorique, de la dialectique, l'université, je l'ai dit, formait mieux qu'aux techniques de l'érudition. Mes maîtres, Léon Homo, Daignaux, dont il avait été l'assistant, Henri-René Maroux, un grand historien chrétien, surtout, l'année où je préparais l'agrégation, m'avaient enseigné toutes les recettes qui aident à composer une démonstration claire et d'abord à en construire le plan. Quant à l'agencement des mots, le commerce assidu que, depuis mon adolescence, j'entretenais avec Stendhal et Voltaire, Saint-Simon et Chateaubriand me servit.
je suis grand lecteur et porté par tempérament à savourer un texte non seulement pour ce qu'il dit, mais pour la manière dont il le dit. Passons maintenant à l'analyse de l'œuvre de Georges Duby. J'ai classé les œuvres qui se trouvent autour de moi en 4 catégories. La première est celle des livres, la seconde est celle des articles et des recueils d'articles, troisième catégorie, les éditions de textes, et enfin les directions d'ouvrages. Je commence donc par les livres. À nouveau 4 catégories, je ne suis pas fétichiste de ce chiffre-là, mais il m'a semblé que les livres pouvaient être regroupés, en tout cas dans les rubriques que je vais développer pour l'instant, ou plus exactement dans lesquelles je vais classer les différents livres. Tout d'abord la rubrique société, ensuite la rubrique art, troisième catégorie celle des mentalités, et enfin dernier sous-chapitre, celui qui concerne l'histoire de France. La société donc tout d'abord. La carrière d'un historien débute après quelques articles dans lesquels on essaie quand même de ne pas trop dévoiler le sujet du grand œuvre, commence donc par la défense et la publication d'une thèse dont il a déjà été question jusqu'ici, tout à l'heure. La première grande œuvre donc de Georges Duby est donc sa thèse de doctorat soutenue en 1952 et intitulée « La société au XIe et au XIIe siècle dans la région mâconnaise ». Ce livre est en fait une thèse classique dans le parcours académique des historiens de cette époque et encore pour bien longtemps, au moins pour les 3 décennies qui vont suivre. C'est-à-dire qu'il s'agit d'une thèse d'histoire régionale, au départ de sources primaires, à savoir ici des cartulaires d'une abbaye qui n'est pas la moindre, c'est-à-dire l'abbaye de Cluny, donc d'un monastère. Je vais vous lire ici un petit passage à nouveau. Ah non, je vous l'ai déjà lu, donc ce n'est plus nécessaire. Ah non, je ne crois pas l'avoir lu. Voilà. Alors voici ce que dit Georges Duby. Soutenir une thèse de doctorat ès-lettres, ça se trouve page 83 et page 84. Donc toujours dans cet ouvrage L'histoire continue. Soutenir une thèse de doctorat ès-lettres consiste à se présenter cérémonieusement devant 5 ou 6 mandarins, juchés sur une estrade, à déposer sur la petite table où l'on s'assied 2, 3, voire 4 épais volumes. En résumer brièvement le contenu, anxieux, redoutant la question qui vous désarçonnera, tournant fébrilement dans sa tête d'éventuelles réponses que l'on souhaiterait élégantes et futées, puis à écouter tour à tour chacun de ces juges qui, savourant la revanche qu'ils prennent ce jour-là sur la jeunesse enfouie, s'évertuent à briller devant l'assistance aux dépens du candidat, cherchant les failles d'un texte qu'ils ont généralement lu, il faut le dire, attentivement, et qui, s'ils n'en trouvent pas, rabattent leur critique sur la forme et sur les lacunes de la bibliographie. Enfin,
au terme d'une après-midi interminable à s'entendre dans un brouillard de fatigue, déclarer docteur et à offrir alors à boire aux camarades, c'est ce que l'on appelle le pot. Il s'agit là d'un rite initiatique assez cruel, au bout de quoi l'apprenti, ayant présenté son chef-d'œuvre, est reçu parmi les maîtres. J'emploie à dessein le vocabulaire des corporations médiévales, car leurs usages se sont de nos jours conservés mieux que partout ailleurs dans ce milieu éminemment conservateur et routinier qu'est l'université. Après cette thèse de doctorat, Georges Duby va toujours dans le domaine de l'histoire sociale essentiellement, publier une grande synthèse d'ailleurs d'histoire économique et sociale. C'est un ouvrage publié en 1962, L'économie rurale et la vie des campagnes dans l'Occident médiéval, publié chez Aubier, donc Aubier-Montaigne. Ouvrage publié en 2 volumes qui s'intéresse à l'Europe occidentale, la France, l'Angleterre et l'Empire, du 9e au 15e siècle. Cet ouvrage portait pour sous-titre « Essais de synthèse et perspectives de recherche ». Je vous montre le second volume. Donc il s'agit d'un ouvrage en 2 tomes comprenant plus de 800 pages et qui comprend dans la partie finale de nombreux textes qui permettent de vérifier, ou en tout cas qui soutiennent la démonstration de l'auteur. Il y en a près de 200. Enfin, toujours dans le même domaine, Georges Duby va publier en 1973 Guerriers et paysans, cette fois chez Gallimard, 7e, 12e siècle, premier essor de l'économie européenne. Je vous en montre ici deux éditions. La première originale chez Gallimard, Bibliothèque des Histoires, et la seconde dans la collection Tell. Alors qu'est-ce que Georges Duby a voulu faire dans ce livre, dans cette vaste enquête? Il a voulu en fait montrer que le premier essor de l'économie occidentale entre le 7e et la fin du 12e siècle était un véritable élan sur le plan de la croissance qui était animé dans un premier temps par les activités militaires et dont l'aristocratie tirait alors tous les profits. Et que ce fut dans une seconde phase que cette économie, que cette croissance va se renforcer grâce au labeur des paysans, où les seigneurs vont jouer d'ailleurs un rôle de stimulant. Passons maintenant à l'art. Alors, dans le domaine de l'art, Georges Duby, qui était d'ailleurs ami avec de nombreux artistes, par exemple Soulages, mais bien d'autres aussi, Georges Duby a publié tout d'abord chez Albert Schira en 1966 et 1967 un ouvrage qui partait de la fin du Xe siècle et qui allait jusqu'à la fin de la première moitié du XVe siècle. Il a décidé de republier, mais sans les images cette fois, ces superbes images, ces superbes photographies, les 3 volumes initiaux au grand format, en revoyant le texte, en le corrigeant,
10 ans plus tard chez Gallimard et lui donnant pour titre Le temps des cathédrales, l'art et la société 980-1420. Donc c'est toujours dans cette collection, donc Bibliothèque des histoires. Je vais peut-être retirer la couverture, la jaquette plutôt. Voici. Alors c'est un livre qui est extrêmement bien écrit. Comme d'ailleurs tous les livres de Duby. Alors, deuxième ouvrage que je vous montre, qui date de 79, Saint-Bernard, l'art cistercien. Je vous montre ici l'édition de poche en chant Flammarion. Ensuite, en 81, l'Europe au Moyen-Âge, chant Flammarion, qui est en fait une réédition pour le grand public d'un ouvrage qui avait paru chez le même éditeur avec de superbes photographies. Et dont je peux peut-être vous montrer quelques photographies. Enfin bon, c'est difficile de choisir, bien sûr, hein. Mais ici, je vais peut-être vous montrer. Non, c'est peut-être pas. Peut-être une fresque très célèbre qui se trouve à Sienne et qui a commenté d'ailleurs un successeur de Georges Duby au Collège de France, celui qui en est le titulaire pour l'instant, savoir Patrick Boucheron. Il s'agit d'une fresque d'Ambrogio Lorenzetti qui date de 1337-1339, qui se trouve à Sienne, au Palazzo Pubblico, qui porte comme nom « Allégorie du bon gouvernement, détaille les effets du bon gouvernement à la campagne ». Et enfin, pour terminer, un petit livre très agréable à lire qui s'appelle « Art et société au Moyen-Âge » et qui date de la fin de la vie de Georges Duby puisqu'il a été publié en 1995. Je vous rappelle que Georges Duby est décédé l'année qui suit. C'est peut-être intéressant d'ailleurs de vous lire un extrait de... Est-ce que je le ferai déjà maintenant? Oui, pourquoi pas. Un texte tiré donc du temps des cathédrales et qui se trouve à la page 227. Il parle ici du XIVe siècle. L'artiste cessa d'accompagner le prêtre dans la célébration liturgique. Il ne fut plus l'auxiliaire d'un sacerdoce. Il se mit au service de l'homme, d'un homme avide de voir, et qui voulait que fusse représentée pour lui non certes la réalité quotidienne, l'art plus que jamais disposait à l'évasion, mais ses rêves. Au XIVe siècle, la création artistique devient poursuite de l'imaginaire. Il en résulte que son propos majeur n'est plus comme naguère de créer un espace qui soit accordé à la prière, à la procession ou à la psalmodie, mais de montrer. Aussi la peinture, plus apte à proposer une vision, se haussera-t-elle à ce moment même en Europe au premier rang des arts. Alors, ici, c'est la question de la cause maintenant, évidemment, qui est celle de l'historien. La vraie question que se pose tout historien. Quant au ressort de cette mutation fondamentale, il convient de les chercher dans le jeu de trois mouvements conjugués.
celui de la société, dont les transformations retentissent sur les circonstances et sur les intentions de l'acte créateur, celui des croyances et des représentations mentales, dont l'évolution modifie à la fois le contenu et la destination de l'œuvre d'art, celui, enfin, des formes expressives, car l'artiste, tout comme le philosophe, tout comme l'écrivain, use d'un langage qui lui vient du passé, fixé, engoncé dans les routines. Il n'en parvient à vaincre les résistances que lentement, avec peine et toujours de manière imparfaite. Ici encore, on retrouve cette volonté chez Georges Duby de ne pas expliquer les événements historiques par une cause unique, et on l'a vu, il s'était déjà exprimé à ce sujet dans l'histoire continue et dans Égo-Histoire. On l'avait vu également dans la leçon inaugurale de 1970. Donc c'est un chant, si je puis dire, non pas poétique, mais qui revient régulièrement chez Georges Duby et qu'il a appliqué. Il s'oppose à toute explication monocausale. Nous avançons maintenant, et après la société et après les arts, nous passons aux mentalités. J'ai dit que chez Georges Duby, il n'y a pas de séparation nette, je dirais, scolaire, bien sûr, entre toutes ces catégories, mais il fallait que je mette un petit peu d'ordre pour que l'on comprenne un petit peu dans quel secteur Georges Duby lui-même a travaillé. Je commencerai donc par un sujet qui l'a beaucoup intéressé, c'est celui de l'idéologie médiévale. Ensuite, j'aborderai quelques biographies, mais qui ne sont pas des biographies au sens propre, comme on l'entendra, ce sont des biographies sociales, ce sont des biographies intellectuelles, où Georges Duby, à partir de sources précises, essaye de déceler ce que pouvait être un type, une catégorie particulière de membres de la société. On va le voir dans quelques minutes. Je commence tout d'abord par le dimanche de Bouvines de Georges Duby, donc, qui avait été publié d'abord dans les 30 journées qui ont fait la France, chez Gallimard. Et c'est quoi le dimanche de Bouvines? À proprement parler, ce n'est pas... Georges Duby appartenait à l'école des Annales, ou en tout cas il en était très proche. Le dimanche de Bouvines, ce n'est pas de l'histoire événementielle. Au contraire, Georges Duby s'attache à comprendre quelle place cet événement, je dirais, qui a sauvé quelque part la monarchie française au début du XIIIe siècle, enfin à la fin, oui, au début du XIIIe siècle, puisqu'il s'agit du 27 juillet 1214, donc au début du XIIIe siècle, et qui a marqué profondément la pensée historienne, et il essaie justement de comprendre sur le plan idéologique en quoi l'historiographie peut être, c'est-à-dire l'histoire de l'histoire, peut être une voie particulièrement riche pour étudier donc les mentalités politiques en particulier. Ce livre donc date de 73. Alors en 78, 5 ans plus tard, il publie un ouvrage original qui s'intitule « Les trois ordres ou l'imaginaire du féodalisme ». Je me souviens que j'étais étudiant à ce moment-là, lorsque je l'ai lu. Dans ce livre, Georges Duby essaye de comprendre à quel moment
dans quel cadre, dans quel contexte une idéologie particulière, l'idéologie trifonctionnelle que l'on trouve dans les sociétés indo-européennes et qui ont été... Cette idéologie a bien été mise en évidence par les nombreux travaux de Georges Dumézil, qui va être d'ailleurs le collègue de Georges Duby au Collège de France. Cette idéologie qui sera utilisée jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, puisque, souvenez-vous, lors de la réunion des trois ordres aux États généraux en mai 1789, on va retrouver donc dans ce U, hein, d'une part le clergé, je parle de la salle où le roi va venir, on va y retrouver donc d'une part le clergé, la noblesse, le tiers-état, c'est-à-dire ces trois ordres qui ne sont bien entendu pas des classes sociales, mais qui sont l'expression, en termes de regroupement politique, d'une représentation imposée par la classe dominante, et plus particulièrement par un groupe de cette classe dominante, le haut clergé à partir du XIe siècle, et qui va s'imposer au XIe, XIIe siècle dans le nord de la France. Je poursuis. Autre ouvrage où il est question d'idéologie également, c'est d'histoire sociale, mais d'histoire idéologique. C'est un ouvrage publié en 1981 qui s'intitule « Le chevalier, la femme et le prêtre, le mariage dans la France féodale ». Alors, du côté biographique, mais je vous ai dit que Georges Duby ne fait pas de la biographie au sens classique du terme, où il raconte l'histoire, où il raconterait l'histoire d'un individu de sa naissance à son décès. Non, ce n'est pas ça. À partir d'une source particulièrement intéressante, enfin deux sources qu'il confronte, il a écrit un ouvrage remarquable intitulé « Guillaume le Maréchal » ou le meilleur chevalier du monde. C'est l'histoire, en fait non, c'est pas l'histoire, c'est... on trouve dans ce livre un mode de vie, le mode de vie chevaleresque, à partir d'un personnage qui est né au milieu du XIIe siècle, qui vivra très vieux d'ailleurs, et c'est un véritable défilé et une évolution également de souverains que l'on voit dans ce livre, mais essentiellement une vision idéalisée d'un grand chevalier quant à la manière dont il faut se comporter lorsque l'on appartient justement à la chevalerie. Je poursuis alors avec la trilogie des femmes. Ce sont des ouvrages que Georges Duby a publiés à la fin de sa vie, en 95 et 96. Le problème des femmes l'a beaucoup intéressé. D'ailleurs, on verra tout à l'heure qu'il a dirigé une histoire des femmes. Le premier volume s'intitule, donc c'est une trilogie qui s'intitule donc Dames du XIIe siècle, et le premier volume porte sur Héloïse, donc la célèbre Héloïse, que tout le monde connaît avec Abélard, Aliénor, il s'agit bien entendu d'Aliénor d'Aquitaine, qui a été femme de souverains successivement en France et en Angleterre, et enfin Iseux, dont vous connaissez la légende. Mais il y a d'autres femmes qui interviennent également dans ce petit livre
publié chez Gallimard dans la collection Bibliothèque des Histoires et réédité en folio Histoire. Voilà le tome 2, Le souvenir des aïeuls. Et enfin le troisième, Ève et les prêtres. Maintenant, nous passons au quatrième chapitre des livres. On a vu donc successivement les ouvrages consacrés à la société, ceux consacrés à l'art, ceux consacrés à l'histoire des mentalités et des idéologies. Nous passons maintenant à 2 livres qu'il a consacrés spécifiquement à l'histoire de France. Il a publié en 1968 avec Robert Mandrou, qui était, je crois, professeur à Nanterre, oui, peut-être qu'à ce moment-là, il était seulement directeur d'études à la 6e section de l'école pratique des hautes études, mais enfin, ce n'est pas de Mandrou dont il s'agit ici. Donc, il a publié avec Mandrou une histoire de la civilisation française qui part du Moyen-Âge et qui va jusqu'à notre époque. Lui-même s'est réservé évidemment la période médiévale, ce qui était bien logique. Cet ouvrage a paru chez Armand Collin dans la collection U. Il a publié également avec Le Roi Ladurie, avec François Furet, avec Maurice Agulon, une histoire de France, et il a rédigé le premier volume, le premier tome de cette histoire de France, le Moyen-Âge, qui couvre la période 987, c'est-à-dire le moment où débute la dynastie capétienne jusqu'en 1460. Voilà, alors cet ouvrage est paru chez Hachette dans la collection Pluriel. Maintenant, nous passons, alors évidemment je ne vais pas sortir toute sa bibliographie relative à ces articles, mais enfin sont disponibles un certain nombre d'articles de Georges Duby sous la forme de recueils destinés au grand public, mais enfin le grand public quand même éclairé. Alors, les 2 volumes que je vais vous montrer ici sont issus d'un ouvrage, d'un recueil qui avait été publié par l'École des hautes études en sciences sociales en 1979 et qui s'intitulait « Hommes et structures du Moyen-Âge ». Le titre initial, en un seul volume, a disparu pour donner lieu à 2 petits volumes, « La société chevaleresque » en chant Flammarion, donc c'est un recueil d'articles, et un second recueil, toujours issu de Hommes et structures du Moyen-Âge, Seigneurs et paysans, toujours chez Chant Flammarion. Vous avez aussi un autre volume qui a été publié et qui s'intitule Mal, Moyen-Âge, de l'amour et autres essais dans la Nouvelle Bibliothèque scientifique chez Flammarion. Alors Georges Duby a publié aussi des ouvrages, des articles tout à fait fondamentaux, des articles, je dirais même, essentiels sur le plan logique. Il a publié un article dans un ouvrage qui était classique en son temps et publié sous la direction de Charles Samaran en 1961. Je me souviens encore d'avoir assisté... Ah non, oui, c'était lorsque Bernard Guenet, qui fut mon maître, a été élu à l'Académie des inscriptions et belles-lettres. Il y a eu donc une grande cérémonie, comme il est d'usage à la Sorbonne, ou plutôt c'était dans les locaux de l'Académie de Paris. Et c'est Charles Samaran, qui était centenaire à l'époque, qui a fait le discours d'accueil.
bien, Charles Samaran, donc, a publié un livre d'une très très grande qualité avec des spécialistes qui s'intitule, donc publié en 1961 dans la collection de la Pléiade, donc chez Gallimard, l'histoire et ses méthodes. Et Georges Duby, qui en était encore finalement, il n'était pas très loin de sa thèse, hein. Sa thèse est soutenue en 1952, et ici il a publié un article remarquable intitulé L'histoire des mentalités, article vraiment précurseur. Il a également publié dans un ouvrage collectif en 3 tomes, dirigé par Jacques Le Goff et Pierre Nora, de nouveau dans la Bibliothèque des Histoires, dans le tome 1 de Faire de l'Histoire. Georges Duby a publié un article aussi essentiel intitulé, j'essaie de le retrouver, oui, Histoire sociale et idéologie des sociétés, qui fait une 20aine de pages. Je passe maintenant, après ces recueils d'articles, aux éditions de textes. Je n'en reprendrai ici que 2. D'une part, je n'ai pas retrouvé l'autre dans ma bibliothèque, mais il a publié donc le procès de Jeanne d'Arc en 1973, si mes souvenirs sont bons, avec son épouse André Duby. Et il a publié l'année qui suit l'an 1000 dans la collection Archives chez Julliard Gallimard. C'est donc des textes qui sont présentés et commentés par Georges Duby. Maintenant, les collections d'ouvrages, ou plutôt les directions d'ouvrages. Il a dirigé la collection U, partie Histoire médiévale, chez Armand Collin. Et je vous montrerai ici que un des volumes de cette collection, celui consacré à l'histoire religieuse de l'Occident médiéval, de Jean Chéligny. Alors cette collection, il l'a dirigée de la fin des années 60 et dans le courant des années 70. Il y a donc dans cette série tout le Moyen-Âge est vu dans des livres spécialisés dans des catégories. En fait, ce sont des ouvrages destinés aux étudiants en histoire médiévale. Il y a donc un volume sur l'histoire religieuse, il y en a un sur l'histoire économique, un sur l'histoire sociale. Oui, l'histoire économique, c'était Guy Fourquin, puis un sur l'histoire sociale, c'était Robert Fossier, un sur l'histoire intellectuelle, c'était Paul, un sur l'histoire des institutions françaises, c'était Le Marinier, Histoire et société du Moyen-Âge en France. Il y en avait un aussi sur les structures politiques de Marcel Pacaud, si mes souvenirs sont bons. Il y avait Démiance d'Archambault qui avait publié le volume sur l'histoire de l'art au Moyen-Âge. Voilà, j'en ai peut-être oublié, mais je crois avoir fait le tour de l'essentiel. Alors il a publié également des ouvrages, dirigé des ouvrages généraux, comme dans la collection Peuple et civilisation, il a dirigé un volume avec Robert Mantran, un spécialiste de l'Empire ottoman, aux presses universitaires de France. Donc, il a dirigé le volume consacré au XIe, XIIIe siècle et qui est intitulé L'Eurasie, puisqu'il s'agit d'une collection d'histoire générale couvrant donc l'ensemble de la planète. Il a aussi dirigé avec Fernand Braudel un livre, un très beau livre d'ailleurs dans sa première édition, c'était chez Art et Métier. C'était une édition illustrée, une très belle édition, et je vous montre ici l'édition de poche, La Méditerranée, les hommes et l'héritage, avec des contributions de Roger Arnaldès, de Maurice Aymar, de Jean Gaudemey et de Solinas.
Alors, toujours dans les directions d'ouvrage, à côté des collections, comme la collection U, à côté comment dirais-je, d'ouvrages collectifs, mais généraux comme ceux que je viens de vous montrer, il a dirigé 4 ouvrages au moins liés à des thématiques précises. Tout d'abord, l'histoire de la France rurale, donc l'histoire des campagnes, entre 1975 et 1979. Je vous montre ici le volume consacré au Moyen-Âge, donc publié au Seuil, donc il y a 4 ou 5 volumes. Il a dirigé aussi l'histoire de la France urbaine, qui comprend 5 volumes. Je vous montre ici le volume consacré à la ville médiévale, donc le tome 2. Il a dirigé avec Philippe Ariès une histoire de la vie privée, en aussi 4 ou 5 volumes, je ne sais plus combien il y en avait. Ici, je vous montre celui qui concerne l'histoire moderne, donc de l'Europe féodale à la Renaissance. Enfin, oui, alors l'histoire de la vie privée date de 85-87, et enfin, l'histoire des femmes, dirigée avec Michel Perrault. Ici, je vous montre le volume consacré au Moyen-Âge, sous la direction de Christiane Klapisch-Zuber, publié chez Plomb, en 1991, publié de 91 à 92. Donc c'était la fin de la vie de Georges Duby. J'ai donc dressé une histoire, une petite biographie de Georges Duby, en partant de sa carrière, ensuite dans le cadre d'une bibliographie raisonnée, j'ai montré qu'il s'est intéressé à de multiples sujets. Autrement dit, c'est bien un historien généraliste, il n'y a pas un domaine de l'histoire du Moyen-Âge qui lui est échappé. Et maintenant, on va passer à son rayonnement. Georges Duby fait partie de cette génération d'historiens qui, dans les années 70, 80, a profité de cet engouement pour l'histoire. Il y a eu un véritable enthousiasme pour l'histoire, qui avait commencé d'ailleurs avec un engouement pour les sciences humaines, déjà dans les années 60, avec Lévi-Strauss, avec Roland Barthes, avec tous les travaux des structuralistes dans de multiples domaines. Et l'histoire avait bénéficié, ou en tout cas l'école des annales, qui est née en 1929, grâce à l'action de Marc Bloch et de Lucien Febvre, l'histoire a bénéficié de cet engouement parce que l'histoire d'événementiel politique et militaire qu'elle était auparavant va s'intéresser aux structures économiques, sociales et mentales à titre principal. Et donc elle va s'engouffrer dans cette voie-là. Georges Duby va donc bénéficier, comme je le disais, de cet engouement et du rôle des médias, qui vont jouer vraiment un rôle très important à ce moment-là. Alors, ces médias, ce sont des médias de la presse écrite. Il y a beaucoup de revues qui vont s'intéresser à la nouvelle histoire, de nombreux numéros de revues, en particulier, par exemple, dans le magazine littéraire, vont être consacrés à la nouvelle histoire. Il y a une revue qui va paraître dans les années 70, à la fin des années 70, non, au milieu des années 70, ça doit être en 76, je vous dis ça de mémoire, va commencer la revue L'Histoire,
qui va diffuser également les travaux de l'École des Annales. Georges Duby va donner des interviews. Je vous ai montré tout à l'heure les dialogues. Ah, je ne l'ai peut-être pas encore montré. Oui, les dialogues de Georges Duby et de Guy Lardreau. Oui, je l'ai montré. Et à ce sujet, j'aimerais bien vous lire ce que Georges Duby, aux 2 dernières pages de son livre, pages 194 et 185, 95, dit à propos de la communication. Je suis persuadé que notre métier perd son sens à rester replié sur soi. L'histoire, me semble-t-il, ne doit pas être principalement consommée par ceux qui la produisent. Si les institutions de notre profession prend place semblent aujourd'hui si mal en point, n'est-ce pas pour ce repli même, pour s'être tant coupé du monde que le monde s'accoutume à se passer d'elle et fort bien. Pour cette raison, je ne perds aucune occasion de m'adresser à d'autres qu'à mes élèves et à mes collègues. N'ayant plus à faire mes preuves, ni à les fournir par le menu, je change à ce moment de ton. Mais je ne me fais pas d'illusions, je n'atteindrai pas le gros du public. Celui-ci préfère à juste titre la fable ou l'enquête policière à ce que je puis, moi, lui raconter. Toutefois, je fais tout pour que ma voix porte. Puisque les questions que je pose ne concernent pas que moi-même, puisque les règles que respectent les historiens me paraissent former l'esprit à la rigueur critique, je souhaite évidemment que les échos de mon discours retentissent dans le système d'éducation, et je lutte pour que la place de l'histoire, de la bonne histoire, ne s'y rétrécisse pas, mais s'y déploie. Je souhaite également que le plus grand nombre m'entende, parce que j'aime communiquer le plaisir très vif que je prends à mon métier, parce que, surtout, je le crois utile. Je crois à l'utilité de l'histoire bien faite, c'est-à-dire le juste accord est difficile avec lucidité et passion. On aura compris que très modestement, très humblement, lorsque j'ai créé cette chaîne, je voulais suivre cette voie parce que il y a effectivement d'un côté le monde des savants, des érudits, et quand je dis érudits, ce n'est pas seulement les érudits, il y a aussi les théoriciens de l'histoire, et d'autre part le grand public, et j'ai essayé, mais je formulerai la même observation que Georges Duby. Je sais très bien que ma chaîne ne s'adresse qu'à un public relativement restreint, mais en tout cas mon objectif est le même que celui qu'il énonçait il y a déjà maintenant une trentaine d'années, si mes souvenirs sont bons, lorsqu'il insistait sur le rôle social, la fonction sociale de l'histoire, mais de l'histoire bien faite. C'est-à-dire de l'histoire qui n'est pas laissée entre les mains des gens qui n'ont pas la formation à l'esprit critique, à l'esprit de synthèse aussi. Voilà, il ne suffit pas de savoir bien écrire et de savoir bien parler, il faut être au courant des travaux qui se font, être capable soi-même d'en produire. Donc, Georges Duby n'a pas hésité à donner des interviews. Il y a eu même un certain nombre de numéros spéciaux qui lui ont été consacrés. Je n'en montrerai ici que 2. En particulier, donc, le numéro de la revue L'Arc, le numéro 72, publié en 78. Et c'est l'occasion pour vous, d'ailleurs, de voir une photographie de Georges Duby. Je pense aussi au numéro que le magazine littéraire lui a consacré en novembre 1982, c'était le numéro 189. Voilà, Georges Duby, le style et la morale de l'histoire.
Georges Duby a été traduit dans de nombreuses langues. Des langues germaniques comme l'anglais, l'allemand, le néerlandais, le suédois aussi, je crois. Les langues latines, bien sûr, ça a d'ailleurs été les premières dans lesquelles Georges Duby a été traduit. Tout d'abord l'italien, l'espagnol, le portugais. Ses propres ouvrages, mais il ne s'agit pas de traduction, ont connu de nombreuses rééditions. Je vous les montrais en format de poche, après les éditions originales qui étaient plus onéreuses. Il y a également d'autres langues qui ont servi de relais pour véhiculer la pensée de Georges Duby. Je pense aux Polonais, aux Croates, de langue slave. Je pense aux Hongrois, aux Turcs, aux Japonais, et il y en a encore bien d'autres. La communication. On a vu que Georges Duby lui accordait beaucoup d'importance. Et c'est la raison pour laquelle il s'est intéressé à la télévision très tôt. Lui-même a participé à des émissions de télévision devenues célèbres, en particulier celle dans laquelle il dialogue avec le roi Ladurie et d'autre part Jacques Le Goff, dans le cadre de cette émission emblématique des années 70 de Bernard Pivot, à savoir Apostrophe. En 1980, il a participé, ou plutôt créé, une émission consacrée au temps des cathédrales, une superbe émission avec de superbes images. Il a accepté la direction, ou plutôt la présidence du conseil de surveillance de l'A7, qui est l'ancêtre de Arte. Enfin, toujours dans le cadre de son rayonnement, il avait des relations avec de nombreux historiens, j'en ai cité deux, bien sûr Jacques Le Goff, qui était, je dirais, presque son alter ego, mais quand je dis alter ego, ça ne doit pas être perçu du tout de manière négative pour Jacques Le Goff, qui était un très grand médiéviste, et sans doute après ou en même temps que Georges Duby, un des plus grands médiévistes français, mais ils travaillaient de concert, si je puis dire. Ils ont peut-être eu, comme toujours dans ce type, dans les professions, il y a eu certainement des compétitions entre eux, mais en tout cas, lorsqu'ils passaient ensemble à la télévision, ou lorsqu'ils parlaient l'un de l'autre, c'était toujours avec les plus grands compliments. Mais derrière cela, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais on peut imaginer qu'il y a eu certainement peut-être même des jalousies, parce que je sais que Jacques Le Goff avait voulu être professeur au Collège de France. Dès lors que Georges Duby c'était un petit peu difficile d'avoir deux chaires d'histoire médiévale. Mais je sais que pour entrer dans les académies au Collège de France ou pour occuper des chaires à la Sorbonne, dans une université prestigieuse, il y a combien de coups bas. Mais je ne dis pas qu'eux-mêmes y ont participé, mais c'est à peu près la règle générale. La règle générale. D'après ce que j'ai pu entendre de collègues, de savants pendant ma vie, et j'ai entendu tellement de choses que vraiment je suis content de n'être qu'un historien de la base et de n'avoir jamais gravi tous ces échelons, parce que je crois que mon caractère ne l'aurait pas supporté, et de toute façon je n'en avais pas les qualités, donc les choses peuvent être très rapidement résumées à ce niveau-ci. Voilà, j'en arrive donc à ma conclusion, c'est-à-dire la place que Georges Duby a occupée dans l'historiographie française. Elle fut tout à fait essentielle pour les médiévistes et au-delà dans la deuxième moitié du XXe siècle. Je l'ai dit d'ailleurs dans mon introduction, ce fut un très très grand format. Dans la première moitié du XXe siècle, il y avait eu deux personnages qui avaient eu une aura un peu semblable à la sienne. Tout d'abord Ferdinand Lott, et puis bien sûr Marc Bloch, dont la carrière a été dramatiquement interrompue, puisque au mois de juin 1944,
reconnu comme résistant, il a été fusillé par les Allemands. Il portait d'ailleurs le nom de M. Fougère comme résistant, c'est un pseudonyme. Voilà. Mais sinon, ce fut un très très grand historien, incontestablement. Pour ceux de ma génération, dans les années 70, enfin ceux qui faisaient leurs études dans les années 70 et au début des années 1980, mais alors là comme chercheur dans mon cas, j'ai eu la chance de connaître vraiment une période prodigieuse dans le domaine de l'historiographie française. C'était incroyable tous les grands savants que l'école des Annales produisait à ce moment-là, pas seulement l'école des Annales, hein, à l'école des Chartes, il y avait de très très grands savants. Je ne citerai que, ça ne vaut pas la peine de les citer parce qu'ils sont tellement nombreux que je n'en sortirai pas et ce n'est de toute façon pas l'objet de mon exposé ici. Donc, ce qui est sûr, c'est qu'il était une très très grande pointure. Aujourd'hui, il y a un médiéviste qui, comment dirais-je, sur le plan médiatique, en tout cas, occupe une place très importante, mais qui n'a pas tout à fait quand même la stature de Georges Duby, à savoir Patrick Boucheron. Mais enfin, bon, Patrick Boucheron est encore relativement jeune, hein, il est au milieu de la cinquantaine et il a encore de nombreuses années devant lui. J'ai dit.